Bonjour, chers amis, chers abonnés, chers spectateurs du Cercle Aristote. Bienvenue dans une nouvelle une nouvelle vidéo d'actualité en compagnie de notre camarade Jean-Michel Salmon. Jean-Michel, bonjour, bonsoir. Bonsoir Nicolas et bonsoir à tous ceux qui ont la bonne idée de venir nous écouter. Oui, on va parler aujourd'hui parce qu'il y a une actualité brûlante actuellement sur le Brexit, puisqu'il y a une semaine pile, France Télévisions, via la chaîne France 5, je crois, a diffusé Oui. un documentaire suivi d'un débat qui s'appelait Du Brexit au Brigrette, et donc qui, on va dire, ne ménageait pas le Brexit et ses conséquences particulièrement. Et tu voulais justement revenir sur cette émission et donner ton point de vue et éventuellement rétablir certains chiffres, certaines vérités. Mais alors, première question, qu'est-ce que tu as pensé de manière générale du documentaire et du débat qui en a suivi? Eh ben, deux choses. La première, c'est que c'est un outil de propagande éhonté qui utilise toutes les techniques de la caricature et de l'asymétrie dans les personnes à qui on donne la parole. Donc, en ne prenant que des gens qui vont vous dire ce que vous avez envie d'entendre. Voilà, donc une sélectivité très forte et une caricature absolument totale du sujet. Ça, c'est la première chose. La deuxième chose, c'est que ça ne m'a guère surpris, puisque ça doit être depuis 2016 à peu près le 12e produit de ce genre de la part de France Télévisions. Et Effectivement. puis, on peut peut-être rajouter une troisième chose, pardon, c'est que son chef d'orchestre, en quelque sorte, c'est Éric Albert, qui est journaliste, si on peut appeler ça un journaliste, je dirais plutôt un militant, europhile, du journal Le Monde, qui a depuis longtemps perdu l'objectivité et le sérieux de l'approche qu'on appelait dialectique quand j'ai été étudiant, c'est-à-dire thèse, antithèse, synthèse. Là, on n'a plus que des thèses matraquées. Et Éric Albert fait partie de cette petite bande que je décris dans au chapitre Z de mon abécédaire sur le Brexit. Z pour Zen et son contraire. Cette petite bande de militants-journalistes europhiles conduit notamment par Marion Van Rettergem et où on va trouver aussi à peu près très actifs sur ce sujet qui font du bashing, comme on dit en anglais, donc de la destruction massive du Brexit et à l'époque de Boris Johnson. Et là, de tout un ensemble de sujets dont on va parler, donc de destruction massive de cette thèse-là. On avait aussi, par exemple, Florentin Collomb du Figaro, et puis j'en passais d'autres, Sonia Stolper, Alibé, enfin bref, cette espèce d'unanimisme de la mauvaise foi caricaturale qui a eu de cesse de se répéter. Donc c'est un dernier avatar de cette propagande. Oui, tout à fait. Donc, merci de rappeler quels sont les membres, justement, qui ont un peu commis cette émission. Euh, Quel est le premier point important que tu as relevé sur lequel tu voudrais revenir et donner justement ton avis et éventuellement apporter des précisions ou des contradictions, puisque c'est vrai que durant ce débat, il y a eu assez peu de contradictions quelque part, et il est important on ne nie pas ici qu'il y ait éventuellement des problèmes liés avec le Brexit, mais on aimerait bien pouvoir les expliquer et pouvoir démêler ce qui est vrai, ce qui est pas vrai, ce qui est de l'exagération ou ce qui est du mensonge ou de la propagande pure, quoi. Ouais. La mauvaise foi et la propagande, la méthode dont je parlais tout à l'heure, qui est caricaturale, c'est on peut déjà, avant de rentrer dans des sujets, des thématiques particulières, on peut déjà faire une sorte d'analyse de la construction du documentaire. Ouais, parce que là, j'avoue, ils ont été assez forts dans cette asymétrie totale contre le Brexit. Alors la méthode a été, en gros, on peut la résumer en deux aspects. Le premier aspect, c'est de prendre au total 5 sujets à charge contre le Brexit, en tout cas tel comme c'est construit. Donc 5 sujets successifs, premier élément de méthode. Des sujets qui effectivement n'ont pas toujours été, disons, où c'est la trame, hein, où les attentes des Brexiteurs ou les promesses, nous dira-t-on, des Brexiteurs n'ont pas été atteintes.
mais évidemment sans expliquer les raisons pour lesquelles elles n'ont pas été éventuellement atteintes. Soit parce que l'Union européenne a mis des bâtons dans les roues comme c'est pas possible, évidemment ça on va pas le dire, ou soit parce que les Brexiteurs eux-mêmes au pouvoir au 10 Downing Street ont été renversés à partir du moment où Liz Truss a chuté. Mais bon, je vais y revenir. Donc ça, c'est le premier point. Une série de 5 sujets sur lesquels on va instruire à charge contre le Brexit. Et le deuxième point, le deuxième aspect, c'est que les magistrats instructeurs de ce documentaire sont tous des europhiles et des anti-brexiteurs caractérisés, mais c'est toujours comme ça que ça fonctionne dans les documentaires de la douzaine de documentaires de France Télévisions sur le sujet, sauf à un moment donné, pour se donner bonne conscience, on va donner la parole à un brexiteur ou un ultra-brexiteur, en le choisissant, en l'étiquetant au maximum d'extrême droite, pour mieux le caricaturer ou pour mieux, on va dire, en creux, donner raison à tous les autres qui avaient 95% du temps d'antenne. Donc voilà un petit peu le sujet. Un procès à charge sur différentes accusations et le procès mené par des magistrats instructeurs, je peux les citer quelques-uns, hein, qui sont, alors à commencer par Tony Blair, évidemment, alors ça c'était un petit peu la surprise du jour quand même, non pas qu'on ne connaisse pas la position de Tony Blair, mais qu'on lui donne autant de poids dans ce documentaire, ça j'avoue, je l'avais pas vu venir celle-là. Donc, par exemple, Tony Blair, dont je ne dirai rien de plus ici, évidemment, c'est peut-être pas nécessaire. Tout le monde. Alors si, on peut quand même rappeler que les Brexiteurs et les conservateurs les plus, enfin qui se souviennent, comme avec Jean-Yves et Pierre-Yves, pardon, Rougeron, sur la guerre au Proche-Orient, vont rappeler que Blair a un surnom qui est Blier, en intervenant le i et le a, puisque liar en anglais ça veut dire menteur. Voilà. Donc, Jean-Michel, juste une toute petite, en 30 secondes, pour ouais, les plus jeunes, peut-être les moins de 20 ans qui nous oui. regardent l'émission, rappelez juste qui est Tony Blair et qu'est-ce qu'il a fait Ah oui, en Grande-Bretagne. Parce qu'il y a des gens de, oui, notre génération, de ma génération oui. ou de la tienne, il n'y a pas de souci, on a vécu Tony Blair, mais pour les plus jeunes qui sont nés la génération Z ou plus tard, qui ne sont pas familiers avec Oui. la politique et la vie politique britannique, rappelez qui est Tony Blair. Oui, bien sûr. Alors, en quelques mots, Tony Blair, c'était Macron avant l'heure. En gros, à la différence que lui n'a pas quitté le Parti travailliste, il n'a pas prétendu être ni de gauche ni de droite, mais enfin, en gros, il a fabriqué ce qu'on a appelé à l'époque la troisième voie, le socialisme de la troisième voie, c'est-à-dire en gros le socialisme centriste total, quoi, voire centre-droite. Donc, il est arrivé au pouvoir en 1997. Donc, très exactement, après un règne depuis 1979 quand même, c'est ça, du parti conservateur, donc avec Margaret Thatcher qui avait fait 3 mandats, suivi ensuite d'une passation de pouvoir au sein des conservateurs avec John Major. Donc, Tony Blair arrive en 1997 et donc il va faire une politique. C'est le début, on va dire, c'est le début de par cette troisième voie à travers lequel, en tout cas, le moment où de très fort où le Parti travailliste va tourner le dos aux intérêts de la working class traditionnelle. Voilà, ça commence là. C'est un petit peu, si on voulait faire l'équivalent, le tournant de la rigueur des socialistes chez nous en 82-83. Donc, il fait une politique plutôt, disons, centre-droit, et surtout, il va faire une politique pro-européenne avec beaucoup de zèle. Beaucoup de zèle qui va finalement, quelque part, alimenter la montée progressive de l'euroscepticisme. Je parle vraiment d'une vague scélérate, même dans mon bouquin à ce propos, parce que finalement, c'est une vague scélérate, c'est une vague qui se casse d'un coup après avoir été montée trop haut, hein, dans le milieu marin. Parce qu'en fait, on peut citer un exemple qui a été un sujet important du Brexit, c'est le fait que au moment de l'élargissement en 2004, de l'Europe à tous les pays est-européens, il y avait, qui rentraient dans le marché unique, il y avait ce risque d'une arrivée massive de travailleurs de l'Est européen du jour au lendemain dans les pays de l'Europe traditionnelle de l'Ouest, dans les 15,
Et donc, les pays avaient négocié à l'époque avec Bruxelles, ils avaient négocié la possibilité de mettre en place pendant 10 ans des quotas pour que l'arrivée des travailleurs de l'Est soit progressive, le temps que les sociétés s'adaptent. Et donc, c'est ce qu'ont pratiqué la plupart des pays d'Europe de l'Ouest. Mais Tony Blair, lui, s'est dit, non, non, moi, je vais faire le calcul contraire. Les milieux d'affaires ont besoin de main-d'œuvre bon marché, donc je vais ouvrir grand les vannes de l'immigration. Et c'est pour cette raison même que très vite, eh bien, évidemment, comme les autres avaient des quotas, eh bien, beaucoup de travailleurs est-européens, en particulier des Polonais, ont choisi l'Angleterre. Bon, évidemment, il y a la question linguistique aussi, et ça l'un rejoignait l'autre. Et l'Angleterre s'est retrouvée au moment du Brexit avec, pensait-il, 3 millions d'Est-Européens, massivement des Polonais, qui ont suscité une problématique un peu de difficulté de cohésion parce que, évidemment, dans certaines villes, certains quartiers, ben, c'était plus devenu la Pologne, si vous voulez, que l'Angleterre. Et d'ailleurs, sur ce sujet-là, on pensait qu'ils étaient 3 millions pendant toute la période référendaire et post-référendum, et on s'est rendu compte par la suite à l'exercice de droit de constituer des dossiers pour les expatriés européens qui avaient le droit de rester même après le Brexit, compte tenu de leurs avantages acquis d'immigrants européens. Ils étaient en fin de compte 5 millions. 5 millions de dossiers ont été approuvés, ce qui fait qu'on a fait une erreur dans les statistiques. Il y avait une erreur de 2 millions, donc de presque 100% de mesure du nombre qu'ils étaient. Donc voilà Tony Blair. Il y a eu sur Tony Blair, pour finir, une tentation, mais qui n'a pas vraiment abouti, parce qu'il y a eu des menaces contre lui par les milieux d'affaires, de tentation de passer à l'euro, carrément. Cette tentation-là a été sur la table, et puis finalement, il y a eu un renoncement, notamment du fait du poids de Murdoch et de son empire médiatique qui lui a dit que s'il faisait ça, il allait avoir une campagne, une guerre médiatique contre lui, donc il a renoncé. Mais voilà, donc Tony Blair finit par perdre les élections. Alors lui aussi, il réussit à se faire réélire 2 fois, comme Margaret Thatcher d'ailleurs, en son temps. Il se fait réélire, et de la même façon, son 3e mandat, il est prévu pour passer la main à Gordon Brown. Gordon Brown, donc, qui va prendre les rênes du Parti travailliste et donc la primature, le poste de Premier ministre, entre 2007 et 2010. Et à l'issue de ces donc 13 ans de gouvernement travailliste, ils vont perdre le pouvoir de nouveau pour une longue période où les conservateurs vont prendre le pouvoir entre 2010 et 2024, qui fait 14 ans. Voilà. Donc, on n'a pas ces phénomènes d'alternance à chaque élection comme on a pu connaître nous. C'est une différence intéressante. Où quand même, les partis au pouvoir ont réussi à se maintenir sur plusieurs mandats successifs. Donc voilà pour Tony Blair. Donc et notamment évidemment donc c'est en 2001, c'est ça, oui, l'affaire de la guerre en Irak où il a fait partie du mensonge 2003. américain. 2003, pardon. 2003, 2003, oui. 2001, mais il est déjà de l'équipe 2001 en Afghanistan. Hein, il est dans les deux cas. Hein. Ouais. Ouais, voilà. Donc 2003, bah, il fait partie du mensonge américain, et c'est notamment pour cette raison-là, avec d'ailleurs des conseillers comme Donny McShane, qui était son ministre des Affaires européennes, qui a fait ses publications sur le Brexit. Alors lui aussi toujours dans ce sens anti-Brexit évidemment. Et également un autre qu'on revoit souvent, son nom m'échappe un peu, mais bon, qui sont 2 personnes qui parlent très bien français et qui sont les chouchous de France Télévisions dans les autres documentaires aussi, évidemment. Ils sont pas là, tiens, par hasard, je sais pas pourquoi. Mais voilà un petit peu l'histoire de Tony Blair. Tu avais dit qu'il y avait également d'autres personnes qui ont été mises Oui, en avant dans ce documentaire. Est-ce que tu as oui. certains noms que tu avais relevés que tu voulais mettre en avant? Oui, 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 complètement. Celui que je connais bien et que je connaissais bien, c'est Dominic Grieve. Alors Dominic Grieve, si j'avais une photo, j'aurais pu la montrer, parce que ça m'a toujours fait rire. Il ressemble un peu au grand frère Dalton avec son menton en galoche là. Si vous regardez sa tête sur Google, Dominic, donc D-O-M-I-N-I-C, hein, avec un C, Grieve, G-R-I-E-V-E. Alors lui, c'est un europhile des plus europhiles qui faisait partie du Parti conservateur, hein, et qui avait été procureur général pendant un certain nombre d'années, d'ailleurs au
au Royaume-Uni et qui, dans tous ces débats du référendum en 2016 et les années qui ont suivi, il était encore député britannique jusqu'en 2019. Et donc, lui aussi, il fait partie de ces lieutenants de Theresa May à l'époque qui faisaient tout pour saboter le Brexit en coulisses ou pas toujours, ou même sans être en coulisses d'ailleurs. Ouais. Donc, Dominic Grieve, le fameux procureur général. Alors, on retrouve aussi, avant d'arriver à notre Premier ministre français depuis quelques jours, qui est aussi dans le documentaire, on va y revenir, on retrouve aussi Anand Menon, donc qui est un politologue du King's College, mais qui est aussi, ce qui n'est pas dit dans le reportage, le directeur de UK in a Changing Europe. UK in a Changing Europe, c'est cette espèce de think tank qui, depuis le référendum, n'a eu de cesse que d'animer une pensée anti-Brexit totale. Donc il est invité là. Qui d'autre On a, oh oui, ça c'est très intéressant. On a Lord Peter Ricketts, que je ne connaissais pas, qui est un diplomate europhile. Alors lui, il y va fort parce qu'il affirme tout benoîtement à propos d'un des thèmes qui est les négociations commerciales. Il affirme sans honte que les Britanniques ont pu découvrir qu'ils avaient encore moins de souveraineté à cause du Brexit. Vous comprenez? Parce qu'ils se sont rendus compte qu'en négociant tout seul, vous voyez, en négociant tout seul au lieu de négocier en tant qu'Union européenne, ils avaient beaucoup moins de poids dans les négociations internationales et ils n'avaient réussi aucun accord commercial, ce qui est un mensonge total puisque à l'époque du Brexit, l'équipe de Boris Johnson, et même ça avait commencé un peu avec Theresa May malgré tout, avait réussi à négocier des accords de duplication, des accords de libre-échange européens pour avoir à minima les mêmes accords de libre-échange en tant que Union Royaume-Uni brexité. Et ça, ils avaient réussi à l'avoir, donc il n'y a pas eu l'effet dont parlait ce Lord. Et ils ont même réussi à avoir des accords commerciaux que, je crois, avec l'Australie à l'époque, ou la Nouvelle-Zélande, faut que je vérifie, que l'Union européenne n'arrivait pas à obtenir. Donc, ils ont plutôt bien réussi. Oui, puis c'est bien connu, Jean-Michel, les Britanniques ont besoin des Européens pour être un peuple commerçant. Tu vois, Ah oui, c'est ça, pour être bon, oui, oui. Ils viennent de découvrir. Le commerce international, c'est quelque chose qu'ils viennent de découvrir. C'est pas du tout dans leur culture. Exactement, oui, oui. C'est-à-dire que David Ricardo n'est pas né, n'a pas eu cette citoyenneté britannique. Et puis ce monsieur, et puis d'ailleurs, heureusement qu'ils ont l'Europe pour parler anglais, n'est-ce pas? On pourrait aller jusque là, puisque sinon l'anglais serait une langue en péril. Ah ben, l'anglais c'est une langue secondaire. C'est une langue étrangère en Grande-Bretagne, hein, évidemment. C'est pas du tout. Voilà. Et alors ce Lord Peter Ricketts va jusqu'à dire qu'ils ont découvert que la souveraineté absolue n'existe pas. Oh, quelle découverte! Aïe, aïe, aïe. Donc autant ne pas la chercher puisque il a failli citer en attendant Godot, hein, à la limite. Hein. Enfin. Donc voilà un petit peu les différents intervenants. Alors j'en ai quand même sauté un. Alors ça fait partie de la technique qui consiste à ne donner la parole qu'aux europhiles anti-brexiteurs, mais quand on doit donner la parole à un brexiteur, on va choisir le plus caricatural d'entre eux, n'est-ce pas, pour grossir la cible, pour mieux l'atteindre. Et donc là, ils sont allés chercher Andy Wigmore, qui était un directeur de campagne. Alors ils disent le directeur de campagne du Brexit, ce qui était une manière inflatée de lui donner un rôle qu'il n'avait pas. Il n'était pas directeur directement de Farage. Il était directeur de campagne de Aaron Banks, qui était un des milliardaires qui finançait la campagne pour le référendum de Farage. Il faut se souvenir que lors de la campagne référendaire, du côté des Brexiteurs, il y avait deux campagnes en parallèle pro-Brexit. Il y avait celle de Farage, donc le leave.eu, et puis il y avait la campagne du côté de Boris Johnson, qui était, lui, le vote leave. Donc, il y avait toujours eu ces deux camps brexiteurs, un plus radical que l'autre, en parallèle, qu'on a retrouvé d'ailleurs ensuite dans le système politique en termes de refus, par exemple, en 2019, de Boris Johnson de s'allier officiellement et explicitement avec Farage pour gagner les élections. Il lui a dit, on n'a pas besoin de vous, et effectivement, il a gagné les élections sans eux. Donc, ils sont allés chercher donc
un des plus, je dirais, radicaux en montrant ses liens avec Donald Trump, en citant aussi l'ouvrage que le milliardaire en question, Aaron Banks, a publié sur les Bad Boys of Brexit, les mauvais garçons. Et puis ils lui font dire, il dit spontanément, ça on peut pas enlever ça. Il dit, il faut dire aux gens dans politique, vous savez, quand vous voulez gagner à des élections, il faut dire aux gens ce qu'ils ont envie d'entendre, même si c'est du n'importe quoi. En gros, il dit à peu près ça. Bon, bah, ça a le mérite d'être avoué, hein, parce que finalement, il n'y a pas besoin d'aller outre-Manche pour se rendre compte que on nous dit bien n'importe quoi du moment qu'on a envie d'entendre et que, par exemple, que sans l'Europe, on serait foutu, pour reprendre des expressions de Barnier pendant qu'il était chef de la négociation du Brexit, et y compris après. Je cite dans mon bouquin, Barnier, oui, sans l'Europe, il a dit ça dans la campagne des primaires à droite aussi en 2021-2022, sans l'Europe, on est foutu. Donc, c'est ce qu'on disait tout à l'heure, nous sommes un peuple en péril si on n'avait pas Bruxelles et Van der Leyen pour nous défendre, quoi. Donc, voilà. Exactement. C'est comme Bruno, c'est comme Bruno Retailleau qui vient d'être nommé ministre de l'Intérieur au moment où on parle et qui avait Oui, dit il y a 2 mois non, il n'y aura jamais de coalition oui. avec Macron. Voilà, voilà. Il y en a Et des exemples comme ça, on en a plein. Barnier actuellement et tous les journaleux qui viennent nous dire que lui, il est neutre là dans tout ça. Il est neutre dans tout ça. Il n'a aucune visée en 2027. Bon, c'est valeur du jour, hein. Parce que on imagine bien que si, par un grand miracle, sa direction de gouvernement se passe bien, qu'est-ce qui l'empêcherait à 75 ans, 76, de vouloir continuer. Ce qui caractérise pour moi Michel Barnier, qui l'a beaucoup suivi évidemment dans cette affaire, c'est du Brexit, c'est à la fois sa soif de poste, hein, puisque il aurait pu, on voit bien, il s'est présenté à la primaire de LR, bon, sa soif de poste est de un, et deuxièmement, son eurofédéralisme chevillé au corps, et là-dessus, je ne sais pas lequel des deux, entre lui et Macron, sont le plus eurofédéraliste, à mon avis, ils sont imbattables sur ça. Donc, puisque je me souviens, je cite souvent une interview que Barnier avait eue pendant les négociations du Brexit avec Cohn-Bendit, où Cohn-Bendit lui parlait, ah oui, mais c'est l'immigration, hein, comme d'autres, qui a fait que les gens ont voté de manière xénophobe, pour ne pas dire raciste. Ça aussi, c'était un documentaire qui était orienté là-dessus de France Télévisions à l'époque. Et Michel Barnier lui répond, oui, mais enfin, il faut quand même rappeler que quand des travailleurs de l'Est vont en Angleterre, c'est pas de l'immigration. Ah non, je cite, hein, c'est de la libre circulation de travailleurs au sein du marché unique. Bon. Alors, voilà donc un petit peu qui est-ce que je n'ai pas cité dans cette affaire. Eh ben, on arrive justement, évidemment, à la surprise du jour. C'était le Michel Barnier que l'on retrouve à plusieurs reprises dans le documentaire et beaucoup à la fin. Beaucoup à la fin, où là aussi la surprise du chef, Éric Albert et son complice, c'est d'avoir fait rencontrer Michel Barnier avec Stanley Johnson. Stanley Johnson, le papa de Boris, qui, dans cette relation paternelle un peu, pas fratricide puisqu'ils sont père et fils, mais enfin, je sais pas comment on dit ça, dans un espèce freudien, le tuer ou pas le père. Euh, Parricide. pardon? Parricide. Parricide, voilà, très bien, merci Nicolas. Et donc, où on sait que Stanley Johnson, finalement, s'est positionné à longueur de ces années-là contre le Brexit, et a même pas failli, a voulu et a réussi, et c'est cité évidemment dans le documentaire, à prendre la nationalité française par son ascendance côté maman ou je ne sais plus laquelle. Donc, bref, donc il a maintenant son passeport français. Très fier et d'ailleurs au même moment on voit Éric Albert qui lui nous dit qu'il a pris la nationalité britannique pour se faciliter la vie, pour ne pas avoir de problème puisque sinon pour exercer son métier, etc. Alors bon, sachant qu'avec les droits acquis des expatriés dont je parlais tout à l'heure, il n'a aucun souci pour exercer librement et résider au Royaume-Uni. Oh, il a dit à un moment donné, ah oui, mais si je dépassais 2 ans d'absence, je perds mes droits. Alors c'est un détail qui m'a peut-être échappé dans les accords. Si vous partiez un Européen qui avait les droits acquis de permanence au Royaume-Uni, n'y habiterait pas pendant 2 ans, il serait susceptible d'être deprived en anglais, d'être dépourvu, on pourrait lui enlever ses droits, je sais pas. Bon, en tout cas, bon, voilà, on a alors ce chassé-croisé assez intéressant de gens qui. Mais c'est très symptomatique d'une chose, Nicolas. C'est très symptomatique de gens qui
ont une définition et une approche de la démocratie comme une shopping list. C'est-à-dire, c'est dans le droit fil de l'individu consommateur. Hein, c'est-à-dire que le problème du Brexit, pour tous les gens qui ont, disons, qui correspondent à ce que le sociologue David Goodhart appelle les anywhere, qui peuvent réussir partout, qui créent un village planétaire, c'est que, ce sont des gens assez aisés qui ont une maison en Dordogne, qui circulent tout le temps dans tout le territoire de l'Union européenne. Alors évidemment, pour eux, le Brexit, c'est une connerie totale. Et de ce point de vue-là, c'est logique. Ça leur crée des problèmes là où ils n'avaient que des libertés. Donc forcément. Ce sont les Atalis. Oui, voilà, c'est ça. Donc, bon, voilà. Donc, c'est symptomatique quelque part qu'Éric Albert ait pris la nationalité britannique sans avoir perdu la nationalité française. Il maximise son utilité, hein, selon la définition de la théorie économique de base. Et puis, Stanley Johnson a fait l'inverse. Alors, donc, il se rencontre Stanley Johnson avec Michel Barnier. C'est la petite cerise sur le gâteau de la fin du documentaire. Et chez une, oui, alors c'est sur l'ascendance côté maman de Stanley Johnson, qui a un manoir quelque part, je ne sais plus, en Eure-et-Loire ou dans une contrée française comme ça. Donc il se rend compte pour montrer au passage que c'est quand même une famille d'une certaine élite, évidemment, d'une vieille dame toute seule dans son château, quoi, voilà. Au passage, l'image qui est donnée. Et alors, quand même, il y a deux choses qui sont vraies. J'en ai relevé deux dans 1h20 de documentaire. J'ai relevé deux C'est mieux choses que zéro. C'est mieux que zéro. Oui, c'est mieux. Oui, mais c'est peut-être pour pouvoir dire, on n'a pas dit que des conneries finalement. On en a fait aussi, comme disait Coluche. Les deux choses qui sont vraies, c'est qu'ils disent à un moment donné que quand Cameron a fait le référendum, c'était pas dans un grand souci démocratique comme celui de Raffarin en 2005, The Yes Needs the No. C'est parce que To win against the no. Oui, parce que cette histoire de Raffarin, c'était parce qu'il avait voulu qu'on transmette aux Français le texte in extenso du projet de traité constitutionnel. Donc, lui, c'était un souci démocratique, même si après, le souci démocratique s'est évaporé, puisque le peuple français a eu l'outrecuidance de voter dans le mauvais sens, évidemment. Ce que n'a pas fait le peuple britannique, il a voté dans le bon sens. Alors le truc, c'est que David Cameron était persuadé qu'il allait se débarrasser de UKIP une bonne fois pour toutes grâce au référendum, avec un Remain qui l'aurait largement porté. Et finalement, ça s'est retourné contre lui. Donc ça, ils le disent dans le documentaire et c'est vrai. On peut leur faire ce crédit-là. Et la deuxième chose qui est très intéressante, mais vraiment très intéressante, parce que entre-temps, Michel Barnier, il est à la position qu'on lui connaît maintenant. Et à la fin du documentaire, il a cette sagesse, cette lumière, où il dit quelque chose du genre, presque mot à mot, hein, surtout le Brexit et en Europe, la montée du populisme est très importante. Il faut se rendre compte des causes. Puisqu'il y a un mécontentement social, il y a tout un courant populaire qui est dans la difficulté. Et il ne faut pas confondre populaire et populisme. Et il est très important d'apporter des bonnes réponses à tous ces gens qui votent aux extrêmes parce qu'ils sont dans cette difficulté. Et donc, ne confondons pas populaire et populisme. Alors, quand on voit, sans faire de mauvais procès d'intention à l'avance, mais enfin quand même on a des signes, quand on voit la brochette de Dupont et Dupont qu'ils nous ont mis à Bercy, et de la passation de pouvoir qu'ils ont fait avec Bruno, hein, tu vas bien Bruno, mon cher Bruno, je t'aime Bruno. Hein, il y a eu de la lèche et de la surlèche. Où en gros le premier d'entre eux, donc le ministre de l'économie maintenant, Armand Arnaud, c'est ça, Armand Arnaud, un nouveau comme ça, le nouveau ministre de l'économie, donc cet HEC, MIT, tout ce qu'on veut, enfin bref, le Nathalie Loiseau au féminin en quelque sorte, nous dit la politique menée depuis 7 ans, mon cher Bruno, était extraordinaire, elle était très très bonne, elle a beaucoup fait de la France le premier de la classe, alors qu'elle milliard de dettes. Et elle était la première de la classe. Avant, on citait l'Allemagne en exemple. Maintenant, on est meilleur qu'eux. Et donc, elle doit être poursuivie. Et oui. Et puis, aussitôt, il passe la parole à son ministre du budget. Donc, j'ai appris le nom depuis. Laurent Saint-Martin. Laurent Saint-Martin. Alors, le même profil que Nathalie Loiseau avait dit du président du PPE à l'époque, ectoplasme. Donc, et lui de dire, comme il aime le rugby,
Ah ben oui, nous avons, grâce à toi, Bruno, à l'excellence de tes politiques, nous avons marqué un essai depuis 7 ans. Il s'agit maintenant de le transformer. Et Michel Barnier qui nous dit au journal Le 20h à plusieurs reprises, il faut gouverner sans arrogance et il y aura une grande rupture, n'est-ce pas? Oui, oui, on voit très bien la rupture. Là. Question, Jean-Michel, pour un peu avancer et conclure sur ce documentaire. Quel est Ouais, sur quelle thématique, en tout cas, sur quel est oui, le mensonge parce qu'on a dit les éléments qui étaient vrais, hein, on a fait le oui, tour oui, des oui, protagonistes. Quelle a été oui. la fake news, en tout cas l'élément de propagande qui t'a le plus choqué ou qui t'a le plus révolté dans tout le documentaire? Si tu devais ressortir un élément où là, il faut vraiment lui tordre le Oui, cou. oui, oui. Juste pour terminer, puis je passe à ça, tu as raison. Donc, on va voir maintenant qu'il est à la primature, notre Michel Barnier, ce qu'il va faire de ce sentiment populaire de mécontentement, etc., en ayant filé Bercy à des gars qui sortent directement du FMI ou du profil FMI. Quoi. Enfin bref, on verra bien. Alors, il y a eu 5 thèmes qui sont les suivants. La pêche, la santé, le NHS, donc le système de santé national, l'immigration, le commerce extérieur, et pour finir, une espèce de gloubi-boulga rassemblé de chaos politique. Alors moi, c'est peut-être celui-là qui m'a fait le plus rire, parce que bien que je sois économiste et que les 4 premiers sujets m'intéressent en premier chef, le chaos politique, en gros, ils nous disent, le Brexit a tué 5 premiers ministres. Il a tué David Cameron, Theresa May, Boris Johnson, Liz Truss, et puis Rishi Sunak. Donc, au final, cet ogre du Brexit, on voit bien que c'est un killer historique. Évidemment, en oubliant de nous préciser, alors des premiers ministres conservateurs, évidemment, maintenant qu'on a un premier ministre travailliste, c'est le happy ending total, n'est-ce pas? euh, En oubliant de nous dire qu'il y a une petite différence entre Boris Johnson, Liz Truss et Theresa May d'un côté, Rishi Sunak de l'autre, puisqu'on a des anti-Brexiteurs dans le lot. Donc évidemment, ça avait mal commencé quand on avait mis Theresa May, qui était une europhile, qui avait voté contre le Brexit, qui restait persuadée que c'était une connerie, et qui allait négocier pour négocier une connerie, avec des gens en face qui arrivent en ordre de bataille féroce. D'ailleurs, Michel Barnier a constitué son gouvernement un peu comme il avait constitué son équipe de négociateurs, avec des jeunes loups brillants, etc. Bon, je referme cette parenthèse, on a déjà parlé. Donc, oui, il ne donne la parole qu'à des Remainers ou à des breaks dans le peuple britannique micro-trottoir, hein, ou dans un pub, là, uniquement à des Remainers ou à des Leavers, à des Brexiteurs, des gens qui avaient voté Brexit, mais qui le regrettent depuis. Vous comprenez, ah, quelle erreur, je demande pardon, je demande pardon. Bon, les pêcheries, premier sujet sur les 4 sujets thématiques, les pêcheries. Effectivement, c'est un des 2 points faibles du Brexit vu par les Brexiteurs, c'est le sacrifice de la pêche ainsi que le sacrifice de l'Irlande du Nord. C'est les 2 gros sacrifices qui ont été évidemment là où Boris Johnson a dû avaler son chapeau parce que c'était l'héritage d'une négociation calamiteuse qui avait été menée jusque-là et sur laquelle il ne pouvait pas revenir parce qu'il était coincé entre l'Union européenne qui voulait pas renégocier et le Parlement britannique qui l'empêchait par la loi de faire une sortie sans accord. Donc ça, il a dû sacrifier à court terme, en tout cas à court moyen terme, le secteur de la pêche, tout simplement dans le sens où les Européens avaient fait un chantage, soit on fait un accord pêche dans l'accord de Brexit, soit il n'y aura pas d'accord de Brexit. Et l'accord pêche consistait à laisser les flottilles, y compris les grands bateaux industriels de pêche européens, venir ponctionner les eaux britanniques, y compris pas loin des côtes, de manière industrielle, ce qui fait que les petits pêcheurs artisanaux côtiers se retrouvent avec une ressource totalement vidée et avec des sorties de pêche de plus en plus calamiteuses. Et donc, ils arrêtent le business petit à petit. Donc ça, et il cite abondamment, il donne la parole abondamment à ces pêcheurs qui ont été trahis par le Brexit. Ça, c'est le premier point. Donc comment dire, la méthode est malhonnête, c'est-à-dire que c'est parce que c'est l'Union européenne qui a été intransigeante
et en utilisant le chantage là-dessus, qu'ils n'ont pas pu négocier un meilleur accord de pêche, les Brexiteurs. Sachant que c'est le partage des eaux qui doit être négocié dans 5 ans, donc à partir de 2025 ou 2026. Donc, où là, les Britanniques espéraient à l'époque, disant, bon, ben, on récupérera nos eaux à ce moment-là. Bon, évidemment, si c'est un gouvernement europhile et sous la houlette de Starmer, ils vont rien récupérer du tout parce qu'ils vont même pas chercher à le faire, sauf peut-être même sur la com. Donc voilà, donc c'est très malhonnête. Ce sujet de la pêcherie est très, très malhonnête. Mais enfin bon, c'est une malhonnêteté parmi d'autres. Deuxième sujet, la santé, le secteur de santé, en remontant à la campagne référendaire, puisque Boris Johnson avait ce bus rouge où il citait le fait qu'en sortant de l'Union européenne, ils allaient récupérer 350 millions de livres par semaine et pouvoir réinjecter, par exemple, dans la santé. Donc, évidemment, depuis, il s'est quand même passé quelque chose depuis le Brexit, c'est la crise Covid. Et le système de santé britannique, pour l'instant, n'a pas beaucoup évolué dans le bon sens. Alors, pour des raisons qui sont multiples, on pourrait regarder de plus près, mais bon, les gens, de nouveau, comme pour les pêcheurs, se disent déçus parce que les files d'attente et les difficultés d'accès au système de santé britannique restent à point noir de l'évolution. Mais encore une fois, là, on rentre dans l'idée que la méthode consiste à dire que depuis le Brexit, les choses se sont aggravées. Il y a eu de l'inflation, il y a eu une faible croissance et tout ça. Et les gens sont amenés dans la confusion depuis le Brexit à cause du Brexit, puisque c'est concomitant, évidemment, sur le plan calendrier. Mais sur le plan économique, la Grande-Bretagne, et ça, c'est jamais traité, s'en sort plutôt moins mal que l'eurozone ou en particulier que l'Allemagne depuis 2020, c'est-à-dire depuis à la fois le Covid et le Brexit et la guerre en Ukraine. Donc, sur le plan macroéconomique, la Grande-Bretagne se porte plutôt pas mal, compte tenu de l'environnement extérieur et en comparaison avec le continent. Voilà, donc troisième sujet, c'est l'immigration. Alors là aussi, ils disent que alors ils y reviennent longuement, hein. Ils y reviennent longuement évidemment, et pour dire que sur l'immigration, le peuple qui a voté le Brexit a été trompé puisque l'immigration légale a depuis augmenté beaucoup. Et l'immigration illégale, notamment via la Manche, n'a pas été stoppée, elle a aussi augmenté. La seule chose qui a été arrêtée, c'est l'immigration intra-européenne, hein, la fameuse libre circulation des travailleurs, qui n'était pas de l'immigration, selon Barnier. Donc, l'immigration extra-européenne légale et l'immigration illégale via les catastrophes successives qu'on a sur la Manche ont plutôt augmenté. Mais ça, c'est lié non pas, disons, à l'échec des Brexiteurs, c'est lié d'une certaine manière, même si Boris Johnson peut-être aurait pu aller plus loin, c'est lié à deux choses. C'est lié au fait que les Anglais sont restés dans la Convention européenne des droits de l'homme. Donc, quand ils ont voulu faire des expulsions de clandestins, ben, ils ont rencontré les mêmes problèmes que nous. Hein, c'est-à-dire de lever le bouclier de la Cour européenne de justice. Et donc, ils n'ont pas pu procéder comme ils le voulaient. Et puis, d'autre part, depuis que Sunak est arrivé, ben, en fin de compte, il a fait semblant de vouloir être un anti-immigration, mais en fait, les milieux d'affaires ont repris le pouvoir et de nouveau, il y a eu une substitution d'une immigration non européenne à l'immigration européenne. Et donc là, ben, évidemment, les europhiles nous disent, dans le documentaire, là aussi en interrogeant les gens, ben voilà, trahison des Brexiteurs. Bon, les causalités sont beaucoup plus complexes que Brexit or not Brexit, évidemment, sur ce sujet. Et puis le dernier, avant, bon, le chaos politique, on en a parlé, et le dernier sujet, c'était le commerce extérieur, les relations économiques extérieures. Alors là, ils nous en remettent une couche sur le fait que les Brexiteurs les plus radicaux, les plus ultra-libéraux voulaient nous faire un Singapour sur la Tamise. Singapour sous la Tamise, l'ultralibéralisme financier, etc. Donc, qui serait évidemment antisocial, n'est-ce pas, et par ailleurs n'ont pas réussi, c'est là où on revoit notre diplomate, n'ont pas réussi à faire des accords de libre-échange. Le problème quand on traite de ce sujet, c'est toujours la même chose, c'est que les Européens sont tellement européocentrés, ils font tellement de eurocentrisme qu'ils oublient qu'ils sont pas seuls au monde et qu'il y a des pays émergents et d'autres blocs commerciaux dans le monde qui sont en train de dépasser l'Union européenne et qui voulaient, et vers lesquels les Brexiteurs voulaient se tourner pour ne plus donner la préférence au marché européen. Et là-dessus, bon, ben là aussi, de nouveau, constat d'échec total, soi-disant, et là, c'est même plus de l'analyse, c'est de la déclamation de bêtise sur bêtise
qui est proposé aux pauvres téléspectateurs français qui se fait bien berner en la matière. Qui se fait bien barnier. Effectivement. Dernière question, Jean-Michel, pour terminer ce point, j'ai envie de dire semestriel, puisqu'on se voit tous les 4 ou 5 mois pour discuter de ce genre de sujet, tellement voilà, il y a des remue-ménages régulièrement en Grande-Bretagne Oui. et dans les espaces insulaires de manière générale. Dernière Oui. question, en ce moment, beaucoup d'éléments sortent sur l'implication de Boris Johnson et du gouvernement de Boris Johnson à l'époque où il était Prime Minister dans son implication pour le sabotage des accords de paix potentiels entre l'Ukraine et la Russie. Qu'est-ce que tu peux nous dire sur sa russophobie présumée et sur vraiment la position dans laquelle il était et qu'est-ce qui est vrai ou qu'est-ce qui n'est pas vrai de ce que tu peux savoir dans ces éléments? Est-ce qu'on s'en sert pour encore plus le salir ou au contraire pour le rapprocher d'intérêts occidentaux auxquels il a toujours été proche ou pas? Voilà, beaucoup de gens posent la question en disant ah bah votre fameux Boris Johnson, on lit tous les jours des commentaires là-dessus sur cette Ouais. question-là, j'en lis des dizaines par mois. Ah bah votre fameux Boris Johnson, Frexiter, en tout cas, il n'était pas dans le camp de la paix et puis c'était un atlantiste et puis blablabla. Oui. Juste avant de venir à ça, un dernier mot sur le documentaire pour parler du débat, parce qu'on ne l'a pas fait. Le débat, comme d'habitude, c'est monté un débat entre europhiles. Hein. Comme ça, on est tranquille. Il y a Eric Albert, le chef, et le gars qui est son animateur dans le documentaire. Un Anglais qui est membre de l'European Movement, donc cette espèce de grosse machine pour favoriser les sujets européens partout dans les pays européens et y compris en Grande-Bretagne. Et puis une maître de conf sympathique, mais qui est, disons, eurocompatible. Hein, donc aucune parole contradictoire comme d'habitude. Ça, c'est pas nouveau sur le débat qui suit le documentaire. Alors pour en revenir à Boris et cette affaire géopolitique et son soutien, disons, immédiat et massif et pionnier de Zelensky, puisque Boris s'est distingué à ce moment-là par son zèle immédiat de soutien à l'Ukraine. Alors, j'avoue que c'est un terrain sur lequel je suis moins à l'aise parce que je le connais moins bien. Et donc, ça sera très spéculatif ce que je peux dire, mais je peux pas vraiment nourrir de choses probantes de mes idées. Mais bon, à l'époque, certains disent que c'était une commande atlantiste de Trump. Qui était encore là, bon, qu'il aurait obéi aux États-Unis en étant bon, ça je sais pas. Il aurait aussi, dit-on, comme son blason commençait à être terni par toute la cabale, la chasse aux sorcières dont il avait fait preuve, commençait à utiliser ce sujet-là à des fins d'autopromotion. Ça, c'est quelque chose qu'on a souvent reproché à Boris Johnson, parfois à juste titre, parfois dans l'abus total, de vouloir faire que de l'autopromotion. On a dit, par exemple, qu'il hésitait à être pro ou anti-Brexit et qu'il aurait choisi le Brexit pour favoriser sa carrière. Bon, moi, je suis pas ce terrain-là, mais et donc, oui, il a pris une position, en tout cas de facto, une position ultra-atlantiste au sens de l'OTAN du terme, et qu'on peut, à ce niveau-là, moi, ça m'a un peu surpris ce zèle qu'il a eu, et que dire de plus bien sûr, que quand il s'agit de Boris Johnson, tout est bon pour le casser, hein, de toute façon. Alors donc, tous les arguments, il faut faire attention dans les milieux souverainistes, non pas d'aller se mettre dans les souliers des européistes pour aller casser du Johnson sur ce sujet-là, qui est quand même un sujet différent de celui dont on parle. Je voudrais quand même dire au passage que après qu'un pays devienne souverain en ayant fait son exit de l'Union européenne, il faut faire attention parce qu'on va retrouver les clivages de la droite radicale et de la gauche radicale. Moi, ça m'est arrivé parfois sur les réseaux, comme je pense Jacques Sapir, ça lui est arrivé aussi d'être traité d'extrême droite ou d'être traité d'extrême gauche et d'être rejeté à ces deux titres-là simultanément ou à quelques jours près. Parce que il faut se rappeler, bon, déjà, les forces souverainistes sont très émiettées et très divisées, donc ça on le sait, et c'est vraiment un problème. Et la deuxième chose, c'est que le principe du souverainisme, hein, si on retourne à la base, c'est de rendre vraiment la démocratie vox populi, vox dei, c'est-à-dire que le peuple redevienne souverain
qu'on supprime les supranationalités confiscatoires de pouvoir. Et à partir de là, on se retrouve avec une vraie démocratie, différentes offres politiques, la gauche peut gagner, la droite peut gagner. Évidemment, si la souveraineté, un Frexit fait le lit de la gauche ou fait le lit de la droite, les gars vont protester, mais il faut d'abord se souvenir que c'est le retour à à l'autodétermination d'un peuple pour son devenir politique et de politique économique et sociale, etc. Et de ce point de vue, il faut être prêt à accepter une alternance, d'accepter que ce n'est pas forcément son camp préférentiel qui gagne le pouvoir, parce qu'il y aura probablement... L'idée, c'est qu'on retourne à la redomestication de tout ce qu'on a filé aux organismes supranationaux comme à Bruxelles. Et donc, à partir de là, donc il faut faire attention au procès en accusation de gauche ou de droite, différents souverainistes qui nous divisent, parce qu'il faut d'abord qu'on gagne la bataille de la souveraineté. Oui, et puis on va dire, de sortir de l'Union européenne, de retrouver, de se battre pour la souveraineté, c'est un prérequis, mais c'est pas une baguette magique qui efface tous les problèmes. Donc les problèmes britanniques restent, simplement, ben, au moins ils ont le choix de s'autodéterminer dessus, et si quelque part, s'ils s'en coupent dessus, ben, ils s'en coupent dessus, mais ce sera de leur fait. Oui, oui, on voit très bien, tu as raison de le rappeler, l'exemple britannique est très, très probant. On peut sortir de l'Union européenne, c'est pas pour autant que les politiques menées vont être des politiques d'éloignement des contraintes européennes, parce que le système va se battre comme un loup. Et d'ailleurs, il l'a annoncé dans la voix de Peter Sutherland à l'époque. Il faut utiliser tout ce qu'on peut trouver pour combattre le Brexit. Il va utiliser tout ce qui est à sa disposition pour paralyser un gouvernement qui se veut brexiteur. Donc, oui, oui, de la même façon que quand des droites nationalistes arrivent au pouvoir sans quitter l'Union européenne, ou la gauche quand c'était la Grèce, sont brisés et doivent revenir dans une politique Maastrichto-compatible. Pour conclure, Jean-Michel, c'est une petite question subsidiaire très rapide, est-ce que tu aurais aimé être invité sur le débat ou à ce genre de débat à l'avenir? Je parlais de celui qui venait d'avoir, justement, où ça manquait d'esprit contradictoire, mais ça peut être dans le futur. Est-ce que tu aurais aimé être invité sur ces débats de chaînes publiques, sachant les traquenards possibles, pour défendre la position du Brexit? Ah ben complètement. Complètement, mais enfin c'est utopique parce que on est dans un pays où il y a la libre expression, enfin qui est de plus en plus rognée d'ailleurs, mais libre expression, mais on vous coupe le micro, donc vous pouvez toujours parler dans votre coin. J'aurais beaucoup aimé parce que vous savez, quand j'étais étudiant, on avait le principe de la dialectique au sens noble du terme, hein, c'est-à-dire thèse, antithèse, synthèse. Et on disait un bon plan à Sciences Po devrait respecter ce principe-là. Mais aujourd'hui, c'est terminé. Il n'y a plus d'antithèse. Il n'y a que du matraquage d'une thèse. Donc, bien sûr, ça m'aurait beaucoup plu. Je n'ai pas cessé d'ailleurs de tendre des perches via les réseaux sociaux à qui de droit. Le dernier, c'était notamment pour avoir un débat public avec lui. Et comment il s'appelle à Bruxelles, le journaliste Quatremer, Jean Quatremer, je l'ai pas arrêté. Il me répondait, et puis quand j'insiste pour avoir rendez-vous avec lui dans le lieu de son choix pour faire un débat public, là, évidemment, le démocrate se terre, se rue à son terrier. Oui, en tout cas, sache qu'au Cercle Aristote, tu n'auras jamais le micro coupé, Jean-Michel, et tu es bien entendu le bienvenu pour nous parler de tes thématiques de prédilection et nous donner tes éclairages dessus. Jean-Michel Salmon, merci d'être repassé par la chaîne YouTube du Cercle Aristote. Et je rappelle bien entendu que vous pouvez toujours vous procurer l'abécédaire du Brexit, le livre référence sur l'analyse du processus du Brexit et de ses conséquences à l'époque justement de la mise en place et des négociations avec justement, comme tu l'as bien rappelé, le magnifique, enfin notre, pas moi à titre personnel, mais le magnifique nouveau Premier ministre de la France, Michel Barnier, que donc tu connais très bien et tu nous as parlé. Jean-Michel, merci beaucoup. Merci à Nicolas, merci au Cercle Aristote et aux spectateurs. À bientôt. Chers camarades, si tu veux plus de contenu, de réinformation, d'éducation populaire et de formation intellectuelle, n'hésite pas à faire un don sur notre page Tipeee.